Bonjour à toutes et à tous. Merci d'avoir répondu aussi nombreux à notre invitation. Nous sommes déjà 174 et ça continue de grimper. Donc, merci à tous de vous connecter et d'avoir répondu favorablement à notre invitation. Donc, bienvenue à ce premier webinaire de cette année 2021 qui constitue notre première rencontre extra de la protection sociale et consacrée à l'accompagnement des collectivités locales au passage à la DSN au 1er janvier 2022. Donc, je me présente Nathalie Ribeiro-Risquez. Je suis responsable du web service à la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Aisne. J'ai en charge la relation assurée professionnelle de santé et bien évidemment les employeurs dans le cadre de la dématérialisation et de l'offre de services en général. J'ai la chance d'être accompagnée aujourd'hui par mes fidèles collaborateurs de l'URSSAF, donc qui sont Anne-Camille Mariet et Benoît Obzarzac, qui sont masqués dans le respect des gestes barrières, bien évidemment. Nous sommes tous dans la même salle. Vous me pardonnez, d'ailleurs, je n'ai pas mon masque, mais nous avons bien respecté la limite de la distance des 2 mètres. Donc, voilà. Donc, on sera à 3 aujourd'hui à vous présenter cette première rencontre extra. Nous avons aussi la chance d'être accompagnés par Didier Kuhn du GIP MDS, qui pourra éventuellement intervenir au fil de l'eau de notre intervention. Donc, cette rencontre extra est organisée dans le cadre du comité Net Entreprise de Picardie. Nous sommes fidèles à notre région Picarde. Et donc, notre comité Net Entreprise de Picardie est constitué d'un ensemble d'organismes de protection sociale, donc la Caisse primaire de l'Aisne, l'URSSAF, donc avec Benoît et Anne-Camille. Et nous avons aussi la chance d'être accompagnés par les 2 autres caisses primaires picardes, qui sont la Caisse primaire de l'Oise et la Caisse primaire de la Somme, mais mais aussi, avec Barbara Thiraud de la CARSAT des Hauts-de-France. Donc, en quelques mots, pour resituer le comité Net Entreprise de Picardie, alors c'est une instance qui existe maintenant depuis plus de 10 ans. Et en fait, on a de nombreuses missions sur le terrain. Alors, peut-être on a déjà eu l'occasion de se rencontrer ou de s'entendre, mais nos enjeux sont assez nombreux, puisque voilà, on doit assurer une présence active sur le territoire national en tant qu'expert de la DSN, mais aussi de la dématérialisation en général, promouvoir activement auprès de nos partenaires l'offre digitale proposée par Net Entreprise, mais également accompagner nos déclarants dans les nouveautés réglementaires, mais aussi les nouveaux outils mis à disposition. Et donc, c'est l'occasion aujourd'hui de vous proposer cette 3e mission qui est de vous accompagner dans l'entrée en DSN. Donc, un accompagnement que l'on va vous proposer en 3 temps. Un premier accompagnement aujourd'hui où on est dans une phase de sensibilisation. Donc, au sorti de ce webinaire, vous serez sensibilisé à la DSN et déjà, la DSN n'aura déjà plus de secret pour vous. On aura un 2e temps de rencontre au mois de mai où on rentrera un peu plus dans la technique, où on viendra vous parler un peu plus de votre entrée en DSN. Et enfin, un 3e temps que l'on vous propose en septembre, où on vous donnera rendez-vous, sur un module beaucoup plus, on va dire, un peu plus technique, où on parlera vraiment plus d'experts de la DSN. Donc, l'objectif de notre webinaire aujourd'hui, c'est de vous sensibiliser à la DSN, de vous expliquer la DSN, puisque ça fait longtemps que ça existe, la DSN, et que là, maintenant, vous allez être les nouveaux acteurs de cet écosystème. Et puis, bien évidemment, vous avez la possibilité sur votre droite à l'écran, vous avez un chat et des questions. Donc, vous avez la possibilité de poser des questions qu'on essaiera de répondre au fil de l'eau, bien évidemment. On s'accordera aussi du temps pour répondre à vos questions. Et puis, sur des questions qui seraient un peu plus pointues et dont on ne disposerait pas forcément de la réponse, bien évidemment, nous nous engageons à vous répondre ultérieurement puisque nous avons vos coordonnées mailing. Et puis aussi, cet outil de webinaire vous permet également de télécharger le support. Donc, il sera aussi également mis à votre disposition. Donc, sans plus attendre, je vais démarrer cette présentation. Donc, je vais démarrer en vous parlant de la DSN dans sa globalité. Et puis, je donnerai la main à Anne-Camille et Benoît qui viendront un peu vous expliquer concrètement la DSN, les outils, vous familiariser avec le vocabulaire de la DSN. Vous m'excuserez par avance, mais je vais couper ma caméra pour nous assurer d'optimiser la connexion et de lâcher de la bande passante. Alors, pourquoi la DSN? En fait, pour ceux qui démarrent, qu'est-ce qu'est la DSN? La DSN, déjà, c'est la déclaration sociale nominative. Il nous est important tout d'abord de vous rappeler le contexte. La DSN,
c'est d'abord une mesure qui est portée par les pouvoirs publics, issue de la loi du 22 mars 2012, que l'on appelle la loi Warsmann, qui est relative à la simplification du droit et à l'allègement des démarches administratives. Cette loi qui vient poser un peu les principes de la DSN, un principe de simplification. Alors, c'est un mot que vous allez entendre régulièrement cet après-midi, le principe de simplification, en disant que, voilà, concrètement, sur le terrain, c'est quoi? C'est trop d'interlocuteurs, trop de déclarations, trop d'échéances, trop de modalités déclaratives différentes qui, finalement, au final, font se multiplier les risques d'erreur. C'est aussi une mesure qui est portée par le pacte de responsabilité et de solidarité annoncé par le président de la République le 14 janvier 2014. Et donc, cette DSN, ce dispositif, est basé sur le principe de « dites-le-nous une fois ». Et ce dispositif, ce principe qui dit que lorsqu'une entreprise a transmis une donnée à une administration ou à un organisme de protection sociale, eh bien, les autres organismes devant y avoir accès ne doivent plus demander à nouveau ces mêmes données. Donc, cette DSN est un dispositif déclaratif constitué pour simplifier les démarches des employeurs vis-à-vis de la protection sociale, mais également de l'administration de manière générale, lorsque les données que l'on va vous demander sont issues des logiciels de paie et de gestion des ressources humaines. Elle remplace aujourd'hui à peu près 26 déclarations périodiques ou événementielles en fonction du parcours de votre salarié, bien évidemment, et diverses formalités administratives adressées jusqu'à aujourd'hui par les employeurs à une diversité d'acteurs. Je vais vous parler de caisse primaire. Vous savez, voilà, votre salarié est en arrêt de travail, il faut envoyer une attestation de salaire. Je vais aller déclarer les cotisations, je vais envoyer des tableaux de bord à l'URSSAF. Je vais déclarer aussi des situations de fin de contrat de travail au Pôle emploi, au centre des impôts, aux caisses de régimes spéciaux. Autant d'acteurs qui viennent multiplier les démarches et les déclarations sociales. Alors, cette DSN, c'est aussi un allègement pour les employeurs. Alors, pourquoi un allègement pour les employeurs? Vous avez un certain nombre de déclarations à réaliser, ce que je vous disais tout à l'heure, à des dates différentes, à des fréquences rapprochées. Et donc, l'objectif est bien d'alléger toutes ces démarches administratives. Un allègement et une amélioration qui passe à la fois par une transmission dématérialisée des données mensuelles à travers un seul flux, donc on est bien sur un flux unique, un prolongement naturel du bulletin de paie, puisqu'il s'agit bien d'une photo de la paie à un instant T, mais tout ça, on le verra un peu plus dans le détail avec Anne-Camille et Benoît. C'est aussi un allègement, voire même une suppression de certaines démarches, puisque vous aviez des démarches récurrentes à des échéances à respecter, mes collègues de l'URSSAF qui vont vous demander des tableaux de bord, la déclaration annuelle des données sociales, la caisse primaire qui va vous demander des attestations de salaire. Eh bien, toutes ces informations-là vont être regroupées en un seul flux à des échéances données. Et puis, c'est un allègement pour les employeurs et une amélioration parce que ça passe par une fiabilisation des informations. Puisque à travers les informations issues de votre logiciel de paye, il y aura moins de risques d'erreur puisque les informations sont prises à la source. Des informations fiables qui vont servir à la fois au recouvrement des cotisations, mais vont permettre aux organismes prestataires l'étude et le calcul des droits de vos salariés. Par exemple, ce que je vous disais tout à l'heure, la caisse primaire avec les arrêts de travail, donc on va vous demander une attestation de salaire, eh bien le flux DSN, mais on vous l'expliquera après, par un signalement d'événement, va nous permettre de reconstituer cette attestation. La même chose pour le Pôle emploi. Et donc, par conséquent, de ces données qui sont fiables et qui sont issues de la source de votre logiciel de paye, elles sont sécurisées, eh bien en découle un calcul beaucoup plus rapide des droits, mais aussi des prestations, puisque les données sont accessibles rapidement. Alors, cette DSN, tout à l'heure, je vous disais, elle est portée par les pouvoirs publics. Et en fait, l'idée ici, pourquoi portée par les pouvoirs publics? Puisque l'idée était de dire qu'il fallait que ce soit quelque chose qui se dise être obligatoire. Et donc, qui dit être obligatoire devait être porté par le législateur et qui corresponde à un principe de « dites-le-nous une fois ». Alors, pour le coup, « dites-le-nous une fois », tout est dans son mot, mais c'est quelque chose que je vais répéter plusieurs fois. Vous m'en excuserez, mais c'est ce principe-là. « Dites-le-nous une fois », c'est-à-dire une donnée transmise ne sera plus demandée et pour cela, il fallait que l'ensemble des organismes de protection sociale, administration confondue, puissent lire cette même donnée. Donc, c'est pourquoi c'était indispensable que ce soit les pouvoirs publics qui imposent une norme qui vient diminuer considérablement toutes ces nombreuses démarches. Donc, derrière ce principe, dites-le-nous une fois, il y a plusieurs enjeux. À la fois, c'est simplifier les démarches de l'entreprise. Un flux va réunir plusieurs déclarations. 26 procédures déclaratives qui sont déjà remplacées par le flux DSN. C'est sécuriser les droits des agents, puisque votre flux est sécurisé, puisqu'il sort de votre logiciel de paye. Fiabiliser les données sociales, puisque ce sont à peu près 30 organismes de protection sociale partenaires et pas moins de 330 organismes complémentaires concernés de cet écosystème de la DSN. Donc, c'est assez conséquent. Et puis, c'est de manière générale, généraliser la dématérialisation.
On accompagne nos employeurs à l'usage de la dématérialisation. On a, depuis qu'on a démarré l'accompagnement de la DSN dans le secteur privé, on a récupéré des employeurs qui utilisaient que du papier, qui finalement sont passés à la démat et ne reviendront pour aucune raison en arrière. Et donc, bien sûr, bien évidemment, de ces données fiables issues de la source, c'est lutter contre la fraude, mais c'est également faciliter l'évaluation des politiques publiques, puisque c'est mesurer rapidement l'efficacité d'une mesure prise par les pouvoirs publics avec un effet pratiquement immédiat. Excusez-moi, je voudrais changer de slide, merci. Alors, cette DSN, aujourd'hui, en fait, on parle de DSN avec vous parce que, bien évidemment, c'est à vous maintenant de rentrer en DSN au 1er janvier 2022. Cette mise en place, de toute façon, elle est progressive. C'est ce qu'on a fait aussi avec le secteur privé. Comme je vous disais tout à l'heure, ça fait déjà une dizaine d'années que le comité Net Entreprise fonctionne. Eh bien, c'est pas près de 7 à 8 années, en fait, où on travaille autour de la DSN. Et donc, cette DSN, elle a été généralisée à l'ensemble des employeurs de la sphère privée depuis 2017, avec notamment la substitution de la DADS, de la DUX, la déclaration de fin de contrat de travail, l'attestation de salaire nécessaire à l'indemnisation de l'arrêt de travail. Donc, finalement, un certain nombre de déclarations qui, déjà, se sont vues disparaître au profit de la DSN et de ce fameux flux mensuel et éventuellement accompagné de signalements d'événements en fonction du parcours de votre salarié. Donc, aujourd'hui, avec suffisamment de recul, en tant que membre du comité Net Entreprise depuis 2011, je peux vous assurer que le dispositif a fait ses preuves. La DSN, elle a déjà démontré sa capacité à simplifier la vie des employeurs. Alors, bien évidemment, une fois que les principes et la logique ont bien été pris en compte au niveau des activités de la paix et des déclarations des entreprises, ça serait vous mentir que tout est simple du premier coup. Bien évidemment, il y a tout un travail de préparation et de paramétrage avant d'entrer dans cette DSN. Mais là est tout notre intérêt de vous présenter ce dispositif et enfin de vous préciser que vous avez des experts de terrain sur le terrain qui peuvent vous accompagner dans cette démarche. Et donc, les données reçues, finalement, avec le recul, Didier pourrait nous témoigner, mais en fait, les données qui sont reçues par les différents destinataires, finalement, sont d'une qualité très satisfaisante. Bon, ça nous permet à la fois, nous, organismes sociaux, de mener à bien nos missions, à la fois l'indemnisation des individus, recouvrir les cotisations, alimenter les droits à la retraite, etc. Voilà, en fonction de l'organisme de protection sociale qui est destinataire de ces données. Donc, c'est enfin votre tour, en fait, la fonction publique qui va rejoindre la DSN pour une généralisation qui s'achèvera en janvier 2022. Donc, une entrée progressive qui se veut progressive de toute façon, puisque je vous ai dit, on va vous donner rendez-vous à plusieurs moments dans l'année pour vous accompagner dans votre entrée en DSN. C'est aussi vous assurer de notre accompagnement avec des experts de terrain, donc Anne-Camille et Benoît de l'URSSAF, les caisses primaires de Picardie qui aussi vous accompagnent, mais également la CARSAT des Hauts-de-France qui sera aussi un acteur de terrain. Alors, pourquoi cette DSN? Alors, c'est aussi la modernisation de la délivrance des prestations sociales. Toutes les données transmises par la DSN permettent de calculer avec exactitude et être beaucoup plus réactifs dans l'étude et la prise en charge d'une prestation sociale. Je m'explique. À titre d'exemple, et je suis bien placée en tant que salarié de la Caisse primaire d'assurance maladie. Votre salarié est en arrêt de travail, vous pratiquez peut-être du papier ou vous êtes déjà sur Net Entreprise, vous faites cette démarche de réaliser une attestation de salaire. Eh bien, votre salarié, désormais, en passage à la DSN, avec un historique suffisamment conséquent, mais ça, on vous l'expliquera aussi tout à l'heure, votre salarié qui est en arrêt de travail, eh bien, il vous suffira de saisir la date d'arrêt de votre salarié, dès que vous en avez connaissance, bien évidemment, et le signalement va générer un flux dématérialisé à destination de la caisse primaire d'appartenance de votre salarié. Et ça va reconstituer une attestation de salaire. Ça va être transparent pour vous, ça va être transparent pour la caisse primaire, puisque c'est de votre système d'information, donc de votre logiciel de paye, qui va générer un signalement et qui va arriver directement dans notre système d'information également. Donc, tout ceci est transparent et va pouvoir reconstituer une attestation de salaire. Donc, le schéma est exactement le même pour un droit aux allocations du Pôle emploi, par exemple. Donc, c'est aussi des données fiables, beaucoup plus fiables et contemporaines pour le calcul des aides au logement, qui sera ensuite généralisé à d'autres prestations sociales. Et puis, ce qui est important, c'est que toutes ces informations qui sont véhiculées dans la DSN sont capitalisées et mises à disposition sur un site qui s'appelle mesdroitssociaux.gouv.fr. Alors, si vous ne connaissez pas ce site, je vous invite très fortement à aller consulter ce site. Alors, ce site, c'est quoi? C'est un portail universel qui est destiné à tous, que vous soyez en activité, sans emploi, à la retraite. Il va vous permettre de visualiser et de comprendre vos droits et vos prestations, de retrouver rapidement vos organismes de rattachement, de simuler des droits, de réaliser des démarches et de consulter l'ensemble de vos ressources. Autrement dit,
vous, en tant qu'employeur, tout ce que vous allez générer comme flux et toutes les informations que vous allez transmettre par le biais de la DSN, eh ben, vos salariés, en se connectant sur mesdroitssociaux.gouv.fr, vont pouvoir retrouver ces mêmes données. Alors, c'est un accès qui est nominatif et personnel. Aujourd'hui, vous vous connectez, vous pourrez aller consulter vos propres informations. Il est évident qu'en tant qu'employeur, vous ne pourrez pas vous connecter en consultant les dossiers de vos salariés. On est bien sur un accès nominatif et personnel. C'est un système automatisé, donc aucune correction ne pourrait être apportée sur ce site. Tout passerait par la DSN. Donc, s'il devait y avoir des erreurs, par exemple, votre salarié pourrait vous dire « j'ai consulté mes droits sociaux, il y a une erreur » et seule une correction par la DSN viendrait modifier ces données qui seraient erronées sur le site. Donc, voilà. Donc, n'hésitez pas à en parler autour de vous. N'hésitez pas, à titre d'exemple, d'y aller pour votre propre compte, mais surtout, n'hésitez pas à en parler auprès de vos salariés. Et puis, la DSN, c'est un outil incontournable, notamment pour le prélèvement à la source, que l'on connaît depuis janvier 2019 et qui s'appuie également sur la DSN pour à la fois communiquer les taux à appliquer aux agents, mais également transmettre les données calculées et le paiement afférent à la DGFiP. Alors, ce dispositif de DSN continue de s'enrichir. Alors là, vous allez me dire, on n'est pas encore rentré en DSN et vous me parlez déjà d'avenir, mais c'est surtout pour vous dire que c'est un dispositif qui continue de s'enrichir et de nouvelles procédures qui vont prochainement intégrer la DSN. C'est le cas très prochainement de la déclaration obligatoire d'emploi des travailleurs handicapés, avec aussi une entrée progressive, donc 2021 pour le secteur privé, 2023, la déclaration et calcul des effectifs pour le secteur public, et 2024 pour la collecte. Et enfin, la déclaration et le paiement de la contribution à la formation professionnelle et de la taxe d'apprentissage en 2022. Donc, pour toutes ces nouvelles procédures intégrées en DSN ou qui vont intégrer progressivement la DSN, c'est la même chose. Il y aura un accompagnement qui sera aussi proposé par les organismes de protection sociale qui sont directement concernés, bien sûr, par ces nouvelles déclarations. Donc, je me répète, mais ici, c'est pour vous donner de la lisibilité et pour vous montrer que l'écosystème de la DSN, finalement, continue de s'enrichir pour, n'oubliez pas, l'enjeu de la DSN, c'est, dites-le nous une fois, et c'est surtout de la simplification. Et enfin, pourquoi la DSN? Parce que ça permet de fiabiliser les déclarations au plus près de leur émission, tout simplement à travers votre logiciel de paye. Tout va se passer à travers votre logiciel de paye. Dans un système automatisé, en mode échange de données de votre système d'information, donc de votre logiciel de paye, donc un système d'information sécurisé, qui va envoyer des données aux différents systèmes d'information des organismes destinataires de ces données. À titre d'exemple, et toujours pareil, je vais parler au titre de la caisse primaire, mais mes collègues de l'URSSAF parleront aussi pour leur propre organisme, mais votre logiciel de paie va générer directement des choses, des éléments, des données que l'on aura besoin dans nos systèmes d'information caisse primaire d'assurance maladie. Donc, c'est à la fois l'envoi d'éléments sur la situation sociale et fiscale des employeurs nécessaires au calcul de leurs cotisations, bien évidemment, mais c'est aussi en retour des incohérences qui seront détectées et pour lesquelles des corrections doivent être apportées. Anne-Camille et Benoît reviendront sur ces éléments tout à l'heure, mais quand je vous parle d'écosystème de la DSN, c'est-à-dire que c'est un outil qui est industriel et un outil complet, c'est-à-dire qu'en plus d'aller envoyer des informations, transmettre des données à travers la DSN, vous allez aussi en recevoir en retour ce qu'on appelle des comptes rendus métiers. Donc, finalement, qui n'est plus ni moins à la fois des accusés de réception des données que vous allez transmettre, mais également des comptes rendus métiers en disant tout est OK ou attention, tout n'est pas OK et des corrections doivent être amenées. Donc, ça aussi, tout à l'heure, on balayera les différents outils qui accompagnent l'entrée en DSN pour vous montrer, en effet, que vous ne serez pas démunis, en fait, d'outils pour vous assurer de la fiabilité et la conformité des informations que vous transmettez. Et puis, bien évidemment, la DSN, c'est aussi des gains de gestion et de productivité pour les organismes. Comme déjà abordé, la DSN a pour objectif de remplacer un certain nombre de déclarations. Donc, des gains de productivité, vous allez en avoir sans aucun doute. Bien évidemment, sur le long terme, vous n'allez pas rentrer au 1er janvier 2022 en disant « youpi, il ne se passe plus rien ». Non, bien évidemment, c'est sur le long terme puisque derrière, ça demande un travail de préparation, un travail de paramétrage. Mais ça aussi, c'est notre travail d'accompagnement que de vous aider, de vous outiller dans cette logique. Mais c'est aussi… des gains de gestion et de productivité sur le long terme, bien évidemment, puisque ça va demander aussi une réorganisation peut-être de votre service de paie. Donc, bien évidemment, c'est une simplification pour les employeurs. Je ne fais que le répéter, simplification des démarches. Donc, s'il y avait à résumer la présentation, parce que finalement, je vous parle depuis tout à l'heure, mais s'il y avait à résumer la présentation, et si vous deviez en parler autour de vous, eh bien, la DSN, c'est une seule déclaration, c'est une transmission mensuelle, c'est un flux unique, une information fiabilisée dans le temps, mais aussi un calcul plus rapide des droits et prestations. Mais c'est aussi
parce que ça, j'ai oublié de vous préciser, c'est une nouvelle logique de déclaration. Ce ne sont plus nous, organismes de protection sociale, qui allons vous demander des éléments, mais c'est bien vous, en une seule fois et de manière mensuelle et avec un flux unique, qui allez nous donner les informations. Donc, c'est vraiment une révolution dans votre système, dans votre organisation, mais une fois adopté la DSN, vous ne pourrez plus vous en passer. Donc, voilà, excusez-moi. Voilà, j'ai voulu vous présenter la DSN dans sa globalité. Je vais donner la main à Anne-Camille qui va vous présenter un peu plus dans le détail la DSN. Alors, bonjour à tous. Alors, ensemble, nous allons découvrir la DSN. Alors, la DSN, c'est quoi? Donc, déjà, à savoir que la DSN, c'est un projet commun qui a été construit avec un ensemble d'acteurs. Donc, un ensemble d'acteurs, le JPMDS. De nombreux ateliers de travail ont été effectués justement pour mettre en place la DSN. Et des instances se tiennent régulièrement avec les représentants des organismes de protection sociale, des instances avec la Caisse des dépôts et consignations, la COS, la DGFiP et les fédérations des organismes complémentaires. La DSN, elle repose sur 4 grands principes. Alors, le premier principe, c'est de savoir qu'il s'agit de la dernière étape du traitement de la paye. Le fichier de la DSN se génère après la clôture de paye. La DSN, c'est le reflet de la situation d'un agent au moment où la paye a été réalisée. La DSN, c'est un sous-produit de la paye et la DSN est générée par un logiciel de paye qui doit être compatible à la norme NeoDes. Le deuxième principe, la DSN est réalisée au niveau du SIRET qui gère l'agent administrativement. Le lieu de travail ne définit pas la maille déclarative. Le troisième principe, la DSN est transmise mensuellement. Alors, elle est transmise mensuellement aux organismes de protection sociale qui reçoivent les informations dont ils ont besoin pour remplir leur mission. Par exemple, l'URSSAF, elle reçoit les informations pour faire le recouvrement. On retient qu'il y a 2 échéances uniques qui sont fixées en fonction de l'effectif. La première échéance, le 5M+1 pour les établissements mensualisés de plus de 50 agents qui versent les salaires, les traitements, à la fin du mois M. Et la deuxième échéance, le 15M+1 pour les autres. Ensuite, autre principe, les messages retour DSN sur les tableaux de bord uniques. Donc là, c'est les comptes rendus métiers. On a vu pas mal de questions passer, on répondra aux questions à la fin. Ce retour d'information, ça sert au suivi ainsi qu'aux corrections des DSN qui ont été envoyés. Voilà, je passe la main à mon collègue Benoît. Je vais donc vous illustrer ce sympathique schéma avec ce sympathique déclarant qui, grâce aux données de la paye, va pouvoir constituer son fichier DSN. Donc, ce fichier DSN, il va pouvoir être testé par l'outil de contrôle DSN-Val. Alors, pour l'instant, on n'en est pas encore au contrôle métier des organismes. Là, on va tester que le fichier est bien conforme à la norme NeoDes qui régit la DSN. Donc, pour vous donner un exemple, si dans une structure, on vous demande un nombre d'heures, on vous demande bien un nombre. C'est-à-dire que si vous mettez 8 heures HUIT, forcément, c'est pas un nombre. Donc, votre DSN-Val saura vous le rappeler. Donc, une fois que votre fichier est bien conforme à la norme, donc là, vous allez pouvoir le déposer sur le portail Net Entreprise, en test ou en réel. Et donc là, à partir de ce moment-là, il sera envoyé à tous les organismes de protection sociale qui pourront, par le biais de votre tableau de bord Net Entreprise, vous renvoyer les comptes rendus métiers et vous diront « j'espère que tout va bien » ou vous signaleront une ou plusieurs anomalies.
Donc la DSN, elle vise à remplacer plus de 40 procédures que vous déclarez probablement déjà pour la plupart. Elle porte sur le mois principal déclaré précédent. Effectivement, comme on vient de passer les échéances des 5 et 15 mars, on est bien sur la période d'emploi de février. Donc, c'est un échange de données informatisées qui peut s'effectuer ce qu'on appelle en upload, donc non automatisé. C'est-à-dire que c'est vous qui allez chercher sur votre disque dur le fichier DSN qui a été structuré par le logiciel de paye pour le déposer manuellement via l'onglet Parcourir sur votre tableau de bord DSN. Donc ça, c'est ce qu'on appelle l'upload. Ou sinon, en mode API, donc ça, c'est une automatisation de l'envoi. Donc une fois que la clôture de paye est faite, le fichier se génère et il est envoyé automatiquement par le logiciel de paye. Et donc, vous n'avez rien d'autre à effectuer si ce n'est d'aller récupérer vos comptes rendus. Donc tout ça, bien sûr, on ne le redit jamais assez, le fichier est établi par rapport aux données de la paye avec une échéance au 5 ou au 15, sauf pour les annulaires en place. Là, on se trouve sur une échéance à la veille minuit. Donc, c'est-à-dire que vous avez jusqu'au 4 minuit ou au 14 minuit pour déposer une annulaire en place si vous êtes confronté à des anomalies. Voilà. Donc, je relaisse la main à Anne-Camille pour la suite. Alors, la DSN, elle repose sur la transmission de 2 types de données. Donc, premièrement, vous transmettez les informations personnelles qui sont issues de l'AP au sens large. Et prochainement, pour la fonction publique, vous transmettrez des signalements d'événements qui sont destinés notamment à l'assurance maladie. On parle par exemple des arrêts maladie, des accidents du travail, de la maternité, mais également destinés à Pôle emploi. Par exemple, on a une reprise du travail, un signalement de fin de contrat. Les contrôles sont effectués lors du dépôt. On parle de contrôle bloquant quand la DSN ne peut être déposée et des contrôles non bloquants quand la DSN déposée est acceptée, mais que des notifications d'erreur sont renvoyées au déclarant qui est invité à corriger les anomalies. Alors, je parle brièvement des contrôles bloquants et non bloquants parce que mon collègue Benoît reviendra là-dessus un petit peu plus tard. Alors, pour ce faire, pour la DSN, il y a des données spécifiques à la fonction publique qui ont été ajoutées à la norme DSN. On parle notamment de la notion de contrat, de la déclaration des quotités de travail entre fonctionnaires et contractuels, et également de la gestion des détachements. Alors, je répète, on répondra à beaucoup de questions à la fin de la présentation. C'est pour ça qu'on ne s'attarde pas plus sur les questions qui ont été posées, bien que mes collègues répondent actuellement à certaines questions au moment précis. Voilà. Alors, découvrir la DSN de la fonction publique. Donc, la DSN de la fonction publique, si vous voulez en savoir un peu plus, vous pouvez vous rendre sur le site de netentreprise.fr, sur www.net-entreprise.fr. Il y a un espace qui est dédié à la fonction publique. Sur la présentation qui est disponible, que vous pouvez télécharger actuellement, on vous a mis un lien qui vous renvoie directement sur la page. Alors, sur la page, il y a des notions essentielles qui sont relatives au passage à la DSN, mais vous pouvez également y trouver un lexique et une base de connaissances. Alors, évidemment, on vous rappelle toujours, n'oubliez pas de créer votre espace personnel et de vous abonner pour recevoir les actualités. Ça, c'est important, essentiel. Alors, sur le site de Net Entreprise, vous trouverez aussi un guide de démarrage spécifique à la fonction publique. Vous trouverez également le module de formation de niveau sensibilisation. Et vous trouverez également des MOOC dédiés à la fonction publique. Alors, les MOOC, ce sont des outils e-learning, des mini-clips avec des cas concrets. Voilà. Les termes utilisés dans la norme DSN sont ceux du secteur privé, donc on a dû s'adapter. Notamment, un salarié, ça désigne un agent public. Une entreprise ou un tiers déclarant, ça s'applique à l'administration ou à l'organisme public. Le salaire, ça correspond à traitement. Et le contrat, ça désigne la relation employeur-agent.
Donc, pour vous donner toutes les chances d'écarter tout type d'anomalie, vous devez, avant votre entrée en DSN, déjà déterminer les SIRET qui seront déclarés. Ces SIRET, vous pourrez les contrôler pour savoir s'ils sont bien reconnus au point de dépôt. Vérifier les NIR de vos individus. Contrôlez votre fichier avec DSN-VAL qu'on a vu tout à l'heure ou DSN-FPOC pour les organismes complémentaires et consulter les CRM financiers et nominatifs. Alors, lorsqu'on parle de déterminer les SIRET qui seront déclarés, je vais vous donner un exemple, ce sera plus parlant. Imaginez aujourd'hui que vous déposez pour 5 SIRET, 5 établissements. Donc aujourd'hui, vous faites 5 DUX. Si au 1er janvier 2022, vous faites 5 DSN sur ces mêmes SIRET, bon, bah là, vous n'avez pas d'autres démarches à effectuer puisque votre maille déclarative ne change pas. Si, par contre, vous avez opté pour une centralisation des déclarations, c'est-à-dire que vous choisissez de déclarer ces 5 établissements sur un seul et même SIRET, vous avez 2 points d'étape, surtout à ne pas négliger. Le premier, c'est de prendre contact avec la CARSAT avant le 30 septembre 2021 pour leur demander un taux moyen sur ces 5 SIRET qu'ils vous délivreront et ensuite de prendre contact avec votre URSSAF pour les informer de cette nouvelle pratique déclarative. Parce que sinon, nous attendrons toujours 5 DSN au 1er janvier. Donc, si vous n'en déposez qu'une, forcément, comme on dit, il va y avoir un trou dans la raquette. Donc, ce qui veut dire que en portant ces informations auprès de l'URSSAF, elle pourra derrière radier les 4 comptes URSSAF pour lesquels nous n'avons plus à attendre de déclaration puisque vous continuerez sur un seul SIRET. Voilà pour le principe. Mais si vous gardez la même maille déclarative, donc là c'est parfait, on n'attendra rien de plus. Donc ensuite, une fois que vous avez déterminé ces SIRET que vous allez déposer en DSN, donc il va vous falloir les contrôler par le biais du service DSN Contrôle SIRET, qui va vous permettre de visualiser si ce SIRET est bien connu ou pas au point de dépôt. Si c'est le cas, tant mieux. Et si c'est pas le cas, ça donnera une alerte système qui fera que ce SIRET va remonter quelques. Enfin, c'est très rapide pour que vous puissiez déposer votre DSN sans anomalie. Donc, vous devez également vérifier les NIR de vos individus. Bien évidemment, il y a des contrôles sur ce sujet. Donc, faites-le en amont, comme ça, vous pourrez renvoyer le salarié vers sa caisse d'assurance maladie si jamais il y a une discordance. Contrôlez votre fichier également avec DSN-VAL dont on a parlé tout à l'heure pour voir si votre fichier il est bien conforme à la norme NeoDes et via l'outil DSN-FPOC pour les organismes complémentaires. Et bien entendu, comme je le disais tout à l'heure, allez consulter les comptes rendus métiers à l'issue de vos dépôts. Il faut savoir que plus vous lirez votre compte rendu métier en amont, par exemple celui de l'URSSAF, lui, il est disponible quelques minutes après le dépôt de votre DSN. Donc plus vite vous le faites, plus vite vous aurez le temps de corriger l'anomalie et de redéposer en annulaire en place et ainsi éviter toute anomalie, notamment sur le compte URSSAF. Donc, comme le disait ma collègue Anne-Camille tout à l'heure, 2 échéances pour la DSN. Le 5 M+1 pour les plus de 50 salariés dont le traitement est effectué avant la fin du mois et le 15 M+1 pour les autres. Donc, avant l'échéance, qu'est-ce que vous pouvez faire? Bien sûr, déposer la DSN initiale jusqu'à 1 mois à l'avance, ce qui peut toujours être pratique durant la période estivale où vous pouvez déposer de très bonne heure et partir en congé tranquillement. Avant l'échéance, vous pouvez aussi déposer une annulaire en place si vous vous êtes rendu compte, bien entendu, et je vous fais confiance là-dessus parce que vous aurez consulté vos comptes rendus métiers, donc vous aurez pu corriger l'anomalie et déposer votre annulaire en place avant l'échéance.
après l'échéance, donc impossible d'effectuer une déclaration annulaire en place, hein, d'où la nécessité absolue de bien consulter ces comptes rendus métiers. Donc, vous pourrez corriger avec la DSN du mois suivant par le principe des blocs de régularisation. Et bien entendu, toute déclaration initiale déposée après l'échéance sera considérée comme tardive. Donc, lorsque vous allez déposer votre fichier, bien entendu, il va être soumis à plusieurs contrôles. Donc, il pourra en ressortir soit un contrôle bloquant. Donc là, le principe, c'est de corriger son paramétrage et de redéposer une DSN initiale. Ou alors un contrôle non bloquant, c'est-à-dire que la DSN a été acceptée au point de dépôt, mais que derrière, vous avez des contrôles métiers ou autres, hein, ou des contrôles de normes, qui font que c'est bien accepté au point de défaut, mais ce sont, voilà, on va dire des contrôles qu'on pourrait qualifier de mineurs et que vous retrouverez sur votre tableau de bord, hein, dans l'onglet, hein, des comptes rendus métiers. Donc là, dans ces cas-là, vous ne pouvez pas redéposer une DSN initiale parce qu'elle a déjà été acceptée. Donc là, on attend bien une DSN annulaire en place avant la veille de l'échéance minuit. Donc pour chaque dépôt, vous aurez un accusé d'enregistrement électronique qui dit que le fichier est bien parti de chez vous et qu'il est bien arrivé au point de dépôt Net Entreprise. Et de là, vous aurez soit un avis de rejet si le fichier n'est pas conforme, ou alors un certificat de conformité si le fichier est conforme à la norme NeoDes. Par contre, même si vous avez le certificat de conformité, ça ne veut pas dire que vous n'avez pas d'anomalie non bloquante, comme je viens de vous parler, hein, d'où la nécessité, hein, de bien aller consulter ces comptes rendus métiers après dépôt. Donc la DSN va remplacer, hein, pour la fonction publique, donc là dessus pour les cotisations de retraite, CNRACL, RAFP et IRCANTEC, la DUC-SURSAS, le PASSRO et éventuellement les déclarations vers les organismes complémentaires. Donc notez bien, hein, que la DATSU et la DUX, hein, n'ont pas vocation à perdurer dans le temps après 2022. Donc il n'y aura pas de report, hein, en janvier de 2023 pour ceux qui ne seraient pas prêts en 2022. Donc quelques derniers petits conseils, hein, pour terminer cette présentation. Alors n'oubliez pas que c'est votre éditeur, hein, qui fait le lien entre vos données de paye, et le fichier DSN. Hein. Donc n'hésitez pas à vous rapprocher de lui si jamais vous avez des comptes rendus qui ne vont pas dans le sens de vos données de paye. Donc là, ça veut dire qu'il y a eu une imprécision dans le logiciel, et c'est vraiment l'éditeur ou l'assistance de votre logiciel, hein, qui pourra analyser le problème et le corriger. Hein. Donc, n'hésitez pas non plus à utiliser l'environnement test avant de déposer en réel. Hein. C'est au choix, hein. C'est soit vous utilisez le test, ou alors, si vous déposez bien en amont de l'échéance, vous avez aussi la possibilité de déposer des annulaires en place avant minuit. Mais si vous voulez prendre plus de précautions, vous envoyez en test, c'est envoyé aux organismes, vous avez les mêmes comptes rendus, et vous pouvez aussi même envoyer des annulaires en place test, hein, sans problème. Hein. Et donc, si vous avez tout de même des questions, hein, dont vous n'avez pas trouvé la réponse ni chez les organismes, ni avec l'assistance de votre logiciel, on vous a mis un petit lien où vous pourrez poser votre question, hein, de manière libre sur le site Net Entreprise, et plus précisément la base de connaissances DSN Info. Donc, on va maintenant passer aux questions-réponses. Donc, Anne-Camille va reprendre les questions et puis voilà, on va tâcher d'y répondre. Alors, excusez-moi, je remonte pour certaines questions.
Alors, question de Virginie Bois. Bonjour, allez-vous nous montrer comment récupérer le compte-rendu métier via la plateforme DSN? Benoît. Alors ça, ce sera, je ne sais pas si vous utilisez déjà le tableau de bord DSN, peut-être pas, mais lorsque vous serez connecté sur Net Entreprise, sur votre tableau de bord, vous avez un petit carrousel où défilent les comptes rendus des différents organismes et vous les ouvrez grâce à une loupe. Donc tout ça se passe sur votre tableau de bord de Net Entreprise. Lorsque vous aurez effectué vos premiers dépôts, vous aurez un visuel dessus. Alors, ensuite, j'ai une question de Nadège Montrosier. L'URSSAF doit-il être déclaré via l'ADSN ou par le site de l'URSSAF? Est-ce que c'est grave si nous avons fait uniquement via le site de l'URSSAF pour les payes de janvier à mars 2021? Donc là, je pense que c'est Benoît qui va répondre à la question. Alors, effectivement, lorsque vous passez, la DSN se substitue à la DUC URSSAF. Donc, à partir du moment où vous déposez une DSN, vous n'avez plus besoin de déposer une DUC URSSAF. Donc là, il y a deux cas dans votre situation. C'est soit vous avez fait les deux. Donc, c'est-à-dire que vous avez déposé en amont la DUX et derrière, vous avez déposé la DSN. Donc là, nous, on va intégrer la DUX qui a été intégrée en premier. Et ensuite, lorsque vous avez déposé votre DSN, vous aurez sur votre tableau de bord le compte-rendu URSSAF qui va vous notifier qu'il existe déjà une déclaration pour la période concernée. Et donc là, bien sûr, on parle bien de la DUX. Mais ce sera une anomalie non bloquante. Nous, on aura bien reçu les informations via la DUX et les autres organismes auront aussi les informations que vous avez véhiculées dans la DSN. Donc, si vous faites les deux, ma foi, c'est pas grave, même si je ne vous invite pas à le faire. Mais maintenant, vous aurez bien compris après aujourd'hui que ça se passe uniquement par la DSN et on dit adieu à la DUX. Mais par contre, dans votre question, là, vous dites que vous l'avez fait uniquement via le site URSSAF. Donc, ça veut dire que si vous l'avez fait en DUX, mais qu'il n'y a pas les données URSSAF, ça présage peut-être qu'il y a un manque au niveau également des données individuelles. Donc là, c'est un peu plus gênant. Donc là, vérifiez avec votre éditeur que les données individuelles ont bien été transmises pour les prochaines échéances. Mais en tous les cas, nous, on prendra bien en considération les éléments qui ont été véhiculés via la DUX. Moi, je vais juste me permettre d'ajouter quand vous avez des soucis au niveau de la DSN, si vous avez besoin d'une assistance en particulier, vous pouvez toujours vous connecter, soit via Net Entreprise au niveau du service plus, vous allez directement dans la rubrique messagerie. Alors, le lien se fait directement du site de Net Entreprise vers le site de l'URSSAF ou directement quand vous vous connectez sur le site de l'URSSAF, vous avez la rubrique messagerie qui vous permet de nous contacter. Par exemple, vous avez une anomalie au niveau de la DSN, vous nous faites un message et on est même très rapide justement pour vous répondre. On vous contacte par téléphone. S'il y a un besoin particulier, on vous appelle. Si vous n'êtes pas joignable, on vous répond par mail. Dans tous les cas, n'hésitez pas à nous contacter par ce biais. C'est des fois plus pratique et plus rapide de nous contacter par mail que par téléphone. Alors, je passe à la question suivante. Alors là, je vois qu'il y a eu beaucoup de problèmes de son. Alors oui, il y en a beaucoup qui nous ont demandé le support. Donc, je répète, le support, le petit nuage en haut à droite, permet de recevoir le support de la présentation au format PDF. Alors, j'ai une question d'Angéline Payel. Mes agents ont été en arrêt. Je n'en vois jamais rien à l'URSSAF. Eh bien, j'ai envie de dire bravo, parce que nous n'attendons rien non plus. Voilà. Donc, je laisse la main à Nathalie.
Oui, alors Madame Payel, ça ne change pas en fait. Ce que vous faisiez déjà à destination de la Caisse primaire d'assurance maladie, en fait, vous allez toujours le faire par le biais de la DSN. Ce qu'il faut prendre en considération, et j'ai vu pas mal de questions autour de ça, mon salarié est contractuel, mon salarié est fonctionnaire. Donc en effet, là, on ne va pas prendre en considération le statut de votre salarié, mais la modalité de transmission. Donc ce qui change pour un salarié, on va dire contractuel, où là, vous nous déclariez une attestation, en fait, via le net entreprise, vous nous faisiez une attestation de salaire, et bien là, c'est la même chose, vous nous ferez un signalement d'événement. Pour un salarié qui est fonctionnaire, vous ne déclarez rien à la Caisse primaire d'assurance maladie, et là, c'est pas parce que vous passez en DSN qu'il va falloir le faire, ça ne change rien. C'est vraiment la modalité qui va changer dans la transmission des informations. Donc avant, vous utilisiez net entreprise ou éventuellement le papier, mais j'espère bien le net entreprise, et bien là, pour votre salarié contractuel, vous utiliserez le signalement d'événement. Par contre, pour un salarié fonctionnaire, comme là, tout à l'heure, on parlait de la DSN mensuelle qui n'est ni plus ni moins le reflet de l'AP et le reflet du parcours de votre salarié, dans votre DSN mensuelle, il faudra bien quand même indiquer que votre salarié est en arrêt de travail, puisque c'est ni plus ni moins la photocopie de l'AP de votre salarié. Mais en tout cas, le signalement d'événement qui est à réaliser dès que vous avez connaissance de l'arrêt de travail, donc ça ne change pas dans la procédure. L'assurance maladie attend très rapidement cette attestation de salaire pour justement procéder au calcul et au règlement des indemnités journalières, et bien là, c'est la même chose. Mais là, vous ferez un signalement d'événement. Comme vient de le confirmer Nathalie, donc l'attestation de salaire dans la fonction publique, elle n'est demandée que pour les agents non titulaires. Et je vois que Madame Ramé également a confirmé. Merci Madame Ramé. Alors, question de Madame Bardin, Laetitia. En cas d'arrêt de travail. Je voulais juste, excuse-moi, Nathalie. Pardon, oui. Non, j'arrivais pas à retrouver mon micro, je suis désolé. J'attire simplement l'attention de tout le monde sur le fait qu'aujourd'hui, et c'est l'instruction que donne la DGAFP, donc la tutelle des collectivités territoriales, qui indique que les signalements d'arrêt de travail ne sont pas attendus avant janvier 2023. Ça ne veut pas dire que ça va être obligatoire à partir de janvier 2023, mais à mon avis, quand on commence à avoir ce genre d'informations, il faut commencer à se préparer à des changements. Donc, et effectivement, vous savez bien qu'en fonction de la durée d'arrêt et des modalités d'arrêt, les prises en charge pour la retraite et les cotisations de certaines parties justement des retraites peuvent ou non être prises en compte. Et dans la DSN, les signalements d'événements permettront d'envoyer sur la CNRACL ou sur l'IRCANTEC les éléments qui vont permettre de le faire. Donc oui, bien évidemment, on n'est pas fou, on sait très bien aujourd'hui que les fonctionnaires et les agents ne sont pas affiliés à la CEPAM. Et donc, merci de nous préciser qu'on sait très bien que vous n'attendez pas, que nous n'attendons pas de recevoir les signalements au niveau de la CEPAM. Cependant, tous les éléments, tous les événements des contrats, quel que soit le type de contrat qui unit un individu à son employeur, tous ces éléments, à un moment ou un autre, et donc la DGAFP précise que c'est en janvier 2023, tous ces éléments transiteront par des signalements d'événements. C'est pour ça qu'on se permet de vous en parler aujourd'hui. C'est vrai que c'est actif, comme le disait ma collègue de la CEPAM, c'est actif pour les contractuels de droit privé, ça ne l'est pas encore pour les autres, mais il est fort probable que ce type de signalement devra être actif dans les années qui viennent, puisque c'est lui qui déclenche les revenus de remplacement, que ce soit en auto-assurance, comme le précisait l'une d'entre vous, ou que ce soit pris en charge par l'assurance maladie. Merci Didier. Donc, je reprends. Donc, question de Madame Laetitia Bardin. En cas d'arrêt de travail, je déclare déjà vis-à-vis de Sofaxis. Est-ce que cela remplace ou se complète? Nathalie, peut-être, est-ce que tu peux répondre? En fait, je pense que Madame Bardin demande si, comme elle fait déjà les arrêts de travail sur, ça doit être le logiciel Sofaxis, est-ce qu'elle doit encore faire des signalements d'événements via la DSN? Alors oui, la DSN, je disais tout à l'heure, l'écosystème DSN embarque à la fois la DSN mensuelle, mais aussi les signalements d'événements. Mais là, comme venait de le souligner Didier, le signalement d'événements n'est ni plus ni moins que pour le salarié contractuel de droit privé. Merci.
Question de Béatrice Aubry. Donc, Béatrice voudrait savoir, donc elle nous précise, nous sommes un établissement public et nous ne sommes pas assujettis à la taxe d'apprentissage. Alors, sauf cela change en 2022. Est-ce que, Benoît, tu peux apporter un complément à Madame Aubry, s'il te plaît? Alors, il ne me semble pas qu'on ait parlé de la taxe d'apprentissage dans le support. Par Non. contre, effectivement, vous avez dû vous documenter sur la DSN, ce qui est très bien, et vous êtes aperçu que l'URSSAF recouvrait la taxe d'apprentissage et la contribution à la formation professionnelle, donc à partir de janvier 2022. Donc effectivement, c'est une nouvelle modalité de recouvrement hein, pour ces deux nouvelles contributions. Par contre, ça ne change rien à l'assujettissement. Donc si vous n'étiez pas assujetti en 2021, il n'y a pas de raison que vous soyez non plus en 2022. Alors, peut-être que tu peux répondre tout de suite à la question de Madame Payel, hein, qui nous dit c'est quoi la taxe d'apprentissage et la contribution à la formation professionnelle? Alors, la taxe d'apprentissage, hein, pour faire bref, c'est fait tout simplement pour financer la taxe d'apprentissage avec un grand T, et puis et la contribution à la formation professionnelle, ça c'est un fonds qui garantit qui garantit le compte formation que chaque salarié du secteur privé possède. Merci. Alors, ensuite, j'ai la question de Madame Goubet. Alors, on a eu beaucoup la question. Hein, j'ai vu que Didier avait répondu à l'écrit. Par contre, Benoît peut-être nous préciser à l'oral hein, pour que tout le monde entende bien la réponse. La DSN, c'est une transmission mensuelle, mais dans quel créneau de date? Alors, si vous avez si votre structure, donc tout établissement confondu, comporte plus de 50 salariés et que les traitements sont versés à la fin du mois, donc là, ce sera le 5. Et si vous n'entrez pas dans ce cas-là, ce sera le 15 du mois M+1. Donc, pour une période de paye de février, donc on sera au 5 ou au 15 mars. Alors, Madame Payel, hein, vous avez posé une question. Mon collègue, Monsieur Kuhn Didier, a demandé un complément parce que vous nous dites je dois faire ma paye le 5 du mois et j'ai un arrêt le 15. Comment l'arrêt peut rentrer dans le système? Actuellement, on ne peut pas répondre à votre question. Donc, si vous pouvez nous faire un petit complément et à la limite, on vous répondra par écrit, Madame Payel. Question de Madame De Sizy. Bonjour, lorsqu'un agent est CLM ou grave maladie, est-ce que la DSN permettra par exemple la suppression d'un envoi direct des documents justificatifs du congé? Nathalie, s'il te plaît. Alors, si c'est toujours pareil, tout dépend le statut de votre salarié. S'il est fonctionnaire, j'ai envie de dire, c'est toujours la même procédure. Hein, vous ne changez pas votre façon et votre circuit. Après, s'il s'agit d'un salarié contractuel, voilà, il faudra toujours nous envoyer les documents. Alors, tout dépend quel genre de document. Un document justificatif, nous, ce qu'on attend, caisse primaire d'assurance maladie, alors toujours pareil, hein, de manière générale et pour un contractuel, c'est juste l'attestation de salaire uniquement. Après, est-ce que c'est des documents pour justifier des documents médicaux en lien avec l'état de grave maladie de votre salarié? Donc ça, j'ai envie de vous dire, il faut directement vous rapprocher de votre caisse gérante. Alors, pour revenir après sur la question de Madame Payel, tout à l'heure, Anne-Camille demandait un peu à Madame Payel justement des compléments d'infos. Alors, vous précisiez, je dois faire ma paie le 5 du mois, j'ai un arrêt le 15. Eh bien, dès que vous avez connaissance de votre arrêt de travail, vous nous envoyez un signalement d'arrêt. Toujours pareil, si c'est un contractuel. Mais en tout cas, dès que vous avez connaissance de l'arrêt de travail de votre salarié, il faut aller nous faire un signalement. Sinon, il faut l'indiquer dans votre DSN mensuelle suivante. Et pour que ce soit bien clair hein, dans votre esprit, la DSN mensuelle porte les données de la paye. Par contre, les signalements d'événements, c'est quelque chose qui est totalement décorrélé de la DSN mensuelle. Donc, si vous avez 25 arrêts dans le mois, vous aurez une DSN mensuelle et 25 signalements d'événements.
Alors, question d'André de la Salle. Donc, André nous précise, effectivement, on indique que l'échéance est au 5 pour l'envoi de la DSN. Mais est-ce que c'est une date limite qui n'est pas fixe? Est-ce qu'on peut envoyer la DSN après, avant le 5, Benoît? Alors oui, comme je le disais dans la présentation, vous pouvez l'envoyer jusqu'à 1 mois en avance et chaque DSN qui sera déclarée, qui sera déposée après l'échéance, sera considérée comme tardive, mais vous n'aurez pas de rejet. Alors, tardive, Benoît, est-ce que ça veut dire des pénalités à l'URSSAF ou pas du tout? Malheureusement, oui. Malheureusement, oui. Oui. Alors, question de Coralie Durand. Attends, je vais juste, excuse-moi Camille, je vais juste reprendre en complément de ce qui est dit. On a effectivement des jalons. Quand on dit si vous la déposez plus tard, vous risquez des pénalités, ça c'est la réponse de l'URSSAF. La réponse de l'administration fiscale, c'est qu'il y aura une imposition sur vos agents automatique depuis leur compte bancaire pour absence de déclaration mensuelle comme c'est obligatoire. Donc en réalité, l'échéance est vraiment importante. Effectivement, vous pouvez toujours en faire une plus tard, mais ça déclenche toute une série de difficultés, voire même de déclarations contraintes qui n'étaient pas imaginées quand on raisonne effectivement simplement sur le fait que c'est calendaire. Donc vous avez obligation, et c'est la loi qui vous oblige, à faire toutes les périodes de 30 jours, c'est pas la DSN, c'est la loi. Tous les 30 jours, vous devez faire une paye. Tous les 30 jours, vous devez verser une rémunération et établir une fiche de paye le jour où la rémunération est versée. Ça, c'est la loi, c'est obligatoire et ça date pas d'aujourd'hui. C'est vraiment très ancien. Donc, de toute façon, à un moment ou à un autre, quelle que soit la fréquence, quelles que soient les bonnes raisons, parce que vous pouvez aussi avoir une très bonne raison de ne pas pouvoir déposer une DSN. Quand il y a eu les problèmes de tempête il y a quelque temps avec La Réunion, les entreprises et les administrations de La Réunion étaient dans l'absolue incapacité de transmettre quelques données que ce soit, puisque l'ensemble des communications étaient coupées. Donc, bien évidemment qu'il y a des solutions de contournement et voire d'attente. Mais dans la règle générale, l'obligation est d'avoir déposé le 5 ou le 15 le flux mensuel de DSN qui vous lève votre obligation légale de déclarer les cotisations sociales et donc de déclarer les salariés qui sont avec vous, qu'ils soient agents ou qu'ils soient contractuels. Et effectivement, ça peut être le 15 si vous êtes sur une échéance qui est différente parce que vous étiez avec un paiement de cotisation trimestrielle auparavant. Mais de toute façon, entre le premier jour qui suit l'échéance précédente et l'échéance, vous pouvez à n'importe lequel de ces jours déposer une DSN. Ce sont les deux bornes extrêmes, mais vous devez, c'est légal, déposer une DSN sur ces périodes-là. Quand je parlais de ce fameux mouvement entre le dernier jour de la DSN précédente et le jour de l'échéance, bon, je vais prendre un exemple plus précis parce qu'on va vite aborder aussi les questions, par exemple, des congés. Et je vous souhaite à tous d'être en congé à votre choix en juin, juillet, août ou septembre, comme vous pourrez le souhaiter. Le mois où vous allez être en congé, vous ne serez pas présent sur votre bureau à la date d'échéance, le 5 ou le 15. Rien ne vous interdit de déposer la déclaration sociale nominative avant votre départ en congé, sachant que de toute façon, soit vous avez déjà préparé la paye pour le mois où vous serez absent, parce que je ne conçois pas qu'effectivement vos agents ou vos contractuels n'aient pas de rémunération le mois où vous êtes en congé. Donc vous l'aurez préparé. Une fois que la paye est faite, même si elle est faite en amont, la DSN est prête. Et à ce moment-là, effectivement, vous pouvez la déposer. Donc, pour celle au mois de juillet, l'échéance du mois de juillet, vous déposez la DSN qui correspond à la paye de juin. Donc, vous la déposez le 5 juillet. Si vous partez en vacances, vous êtes parti au mois de juillet, vous avez pu déposer la DSN du mois de juin aux alentours du 25 juin pour la DSN de juin. Et la DSN du mois de paye de juillet est à déposer avant le 5 août. Donc, il y a de fortes chances que vous soyez rentré et donc vous pourrez effectivement à ce moment-là la déposer. Donc, vous avez ce fameux délai, cette barrière de 30 jours qui glisse entre le premier jour, qui suit l'échéance précédente et la date butoir. Donc, et comme de toute façon, c'est réellement le reflet de la paye, quelles que soient les modalités de paye que vous ayez, c'est ce qui va être transmis dans le cadre de la DSN. Donc oui, il y a toujours une possibilité, parce qu'il peut y avoir une très bonne raison d'avoir un retard dans un dépôt de DSN, mais ça déclenche
toute une série d'événements dominos derrière, dont le plus gênant est le prélèvement de la source de l'impôt sur le revenu. Et là, effectivement, c'est quelque chose qui aujourd'hui est automatisé dans le cadre de la DSN. Merci Didier. Alors, on poursuit pour les questions. Donc, Madame Coralie Durand qui nous demande, le contrôle de la DSN avec DSN Val est à faire à chaque dépôt. Alors, j'ai envie de vous dire, tout au début, oui, dans le sens où vous serez, entre guillemets, novice en DSN, donc vaut mieux contrôler son fichier avant, mais après, en rythme de croisière, à partir du moment où si dans les premiers mois votre fichier ressort conforme à chaque déclaration, à chaque dépôt de DSN Val, effectivement vous pouvez tout à fait vous en passer, sachant que même si vous avez un dépôt sans l'avoir testé sur DSN Val, de toute façon s'il y a une anomalie, les comptes rendus métiers sauront vous les notifier. Mais c'est toujours plus sécurisant. D'accord, merci. Alors, Madame Christine Beauvillain qui nous parle des DSN tests, ce dont a parlé tout à l'heure Benoît dans la dernière partie de la présentation. Est-ce qu'il est possible de faire des essais avant la fin de l'année et peut-on attendre début février 2022 pour la paye de janvier 2022 ? Comment faire, Benoît ? Alors, vous pouvez effectivement, même si vous êtes soumis à l'obligation de janvier 2022, vous pouvez bien entendu effectuer des DSN tests en amont, et puis c'est même plutôt conseillé, pour être sûr, comme je disais, d'écarter toute anomalie à partir de l'échéance de janvier, donc aucun souci. On vous fera, les organismes vous feront les comptes rendus comme il se doit. Et donc la DSN de la paye de janvier, elle sera attendue de toute façon le 5 février ou le 15 si jamais vous êtes une structure de moins de 50 salariés avec un traitement en fin de mois. Donc là, effectivement, janvier de toute façon sera attendu début février. Et donc, si une structure souhaite passer avant le 1er janvier, est-ce qu'elle pourra ou est-ce qu'elle ne pourra pas, Benoît ? Non, là, si vous voulez déposer une réelle, non, là, absolument pas, dans le sens où les services des impôts des entreprises ne gèrent pas, en fait, le prélèvement à la source et le passereau en simultané sur une même année. Donc, surtout, ne déposez pas de réel pour le mois de décembre, sinon ça va beaucoup compliquer les choses à la DGFiP. Donc on attend bien, si vous le souhaitez et on vous y invite, des DSN tests en 2021 et une DSN en réel à partir du mois principal déclaré de janvier 2022. Merci. Alors, question de Stéphanie Lecté. Alors, j'ai des anomalies sur la CNRACL. Dois-je faire les corrections directement sur PEPS? Alors, PEPS, est-ce que c'est le logiciel de paye? Je ne sais pas. Benoît, ton avis? Alors, j'ai jamais entendu parler de PEPS. Donc là, on reviendra vers vous hors webinaire à ce sujet, à moins que Didier ait plus d'informations que moi. Mais sinon, on y reviendra. Didier. On a Madame Lagache qui très gentiment précise que PEPS, c'est la plateforme des caisses de cotisation. Donc, merci beaucoup, Madame. On apprend aussi en même temps en avançant, puisque, comme l'ont dit mes collègues, on aborde la fonction publique et on aborde les statuts particuliers à l'intérieur de la fonction publique. Donc, merci de votre gentillesse et de la façon avec laquelle vous nous renvoyez les bonnes informations pour que nous aussi, on se bonifie. Et je tiens quand même, parce que j'ai vu passer quelques messages qui avaient une connotation un tout petit peu inquiète. On va vraiment être avec vous jusqu'au moment
jusqu'au 1er janvier 2022 et en réalité au 5 février 2022 pour vous aider à vraiment aborder de la façon la plus zen ces éléments. C'est aujourd'hui une première présentation. On va en avoir d'autres. On va essayer d'être au maximum à vos côtés pour vous aider. Donc, à la limite qu'il y ait une forme d'inquiétude et de questionnement, on est absolument là pour y répondre. Ne rentrez pas non plus en stress. Il y a toute une série d'étapes, il y a toute une série de choses à mener qui sont parfaitement décrites sur le site Net Entreprise et dans la partie sur Net Entreprise dans la partie fonction publique. Et j'ai vu qu'une dame cherchait le lexique, donc je vais aller chercher les liens directs pour vous les mettre dans la série de questions-réponses. Mais on essaye vraiment d'être au maximum à vos côtés. On a à peu près passé une dizaine de millions de lignes de salaire le mois dernier par le système de la DSN. On a aujourd'hui les plus grosses collectivités territoriales et toutes les agences de la fonction publique d'État qui sont passées en DSN depuis maintenant le 1er janvier 2020. Donc, on a un peu de recul avec eux. Donc, ne soyez pas non plus, ne vous mettez surtout pas en mode panique. Par contre, en mode attentive et inquiète. Et effectivement, il faut se mettre en capacité de suivre le changement qui est demandé. Donc, on mesure bien la charge, effectivement, mais pas de grosses inquiétudes ou d'angoisse. Si vous étiez attendu en 2021 et que vous n'étiez pas présent, vous avez reçu un mot déjà de l'URSSAF et on est déjà intervenu auprès de vous. Si vous êtes un établissement hospitalier qui devait rentrer effectivement au 1er janvier 2021, et on sait combien la situation est compliquée pour justement toute la fonction publique hospitalière, et c'est peut-être l'occasion d'ailleurs de vous envoyer un petit coup de chapeau pour vous remercier de supporter avec autant de résilience et la pandémie et ces changements, mais on est au plus près de l'accompagnement qu'on peut vous porter sur ces sujets. Donc, soyez vraiment précis dans vos questions, vous avez raison d'être exigeant, et on va tout faire pour vous répondre de façon plus précise et vous accompagner, mais il n'est pas question que vous vous sentiez perdu et tout seul en face de ce changement, même si la pandémie nous oblige à être en numérique. On aurait eu beaucoup de plaisir à vous rencontrer en direct, à venir en face de vous et avec vous. Aujourd'hui, c'est pas possible. C'est pour ça que ça va pas évoluer dans le temps. Mais c'est la seule raison qui fait qu'on n'est pas physiquement en face de vous. C'est pas un grand plaisir pour nous de travailler dans ces conditions-là non plus. Merci. Alors, on va essayer de répondre à un maximum de questions. Les questions, je me répète, mais les questions pour lesquelles nous n'aurons pas apporté de réponse aujourd'hui feront l'objet d'une réponse écrite ultérieure. On a vos coordonnées. Donc, surtout, ne vous inquiétez pas, on y répondra ultérieurement. Madame De Oliveira qui nous demande effectivement le logiciel de paye c'est un coût. Par contre, est-ce qu'elle doit changer de mettre mensuel à la place de trimestriel dans le logiciel de paye, Benoît? Alors ça, je dirais que c'est une question à poser à l'assistance du logiciel, dans le sens où votre périodicité déclarative va maintenant être mensuelle, mais par contre, vous gardez votre exigibilité de paiement qui est trimestrielle. Donc, j'aurais envie de dire qu'effectivement, vous devez passer en mensuel parce que je pense que la fonctionnalité du logiciel, elle va plus parler de la maille déclarative que du paiement, et à faire valider par l'assistance de votre logiciel. Par complément, excuse-moi, Anne-Camille, je te coupe juste avant. Par complément sur ce que vient de dire Benoît, si votre logiciel est à la norme 2021, puisque nous sommes en 2021 et votre logiciel doit être à la norme, les modifications impactées par la DSN sont déjà incluses. Donc de toute façon, c'est pas une précision que vous devez porter. La seule chose que vous devez porter, ce que vous disaient mes collègues de l'URSSAF, c'est qu'effectivement le paiement des cotisations étant décorrélé de la déclaration de la DSN, vous devez faire tous les mois une DSN avec, effectivement, si vous êtes toujours en paiement des cotisations trimestrielles, un paiement au trimestre. Les deux éléments sont libérés. Mais si vous avez un logiciel qui a la bonne norme, ce genre de paramétrage n'est pas installé, il est inclus dans la norme. Et donc, effectivement, ça doit être pris en compte. Si c'est la réponse que je vous donne, parce que la question, j'ai pas compris la
question, je vous invite à nous la reposer plus précisément, hein, n'hésitez pas, parce que nos réponses ne sont pas forcément non plus toujours facilement compréhensibles. Et il est possible qu'on ait mal compris une question, donc surtout n'hésitez pas à reposer. Et comme vous le disiez Anne-Camille, on répond là en direct à un maximum de questions qui sont posées. On s'est engagé à le faire par écrit sur toutes celles que vous posez par écrit. On vous fera des réponses. On a vos adresses mail pour ceux qui nous les ont renseignées. Monsieur Guillaume, oui, on a vos adresses mail puisque pour vous inscrire, normalement, vous avez mis une adresse mail. Et d'ailleurs, c'est l'occasion rêvée pour moi de vous préciser que dans beaucoup de cas, certains déclarants sont derrière des adresses génériques du genre mairie de tel endroit, machin, ou et bien dans votre mairie, il y a peut-être plusieurs personnes. Il n'y a qu'un seul déclarant pour la DSN éventuellement. Il y a peut-être plusieurs personnes qui consultent les messages. Et il est vraiment important que l'on puisse avoir un lien nominatif avec vous, non pas effectivement pour des soucis de flicage ou autres qui sont un peu ridicules, mais plutôt pour pouvoir avoir un lien personnalisé très rapide et très réactif. Puisque quand on a les comptes rendus métiers ou quand on a des anomalies qui remontent dans les organismes, on est en capacité de réagir très vite. Mais pour ça, il faut savoir auprès de qui réagir et faire que les choses soient corrigées tout de suite. Donc oui, on va essayer d'y répondre. Et celles pour lesquelles on n'a pas de réponse aujourd'hui, on va les chercher et on vous les portera. Je vous assure qu'on les aura renseignées sous un délai très rapide. Merci Didier. Donc je continue avec Madame Aubry qui nous demande si elle doit encore effectuer les attestations auprès du Pôle emploi. Donc les attestations, je pense, fin de contrat. Celle-ci, est-ce qu'elle doit encore les effectuer? Là, effectivement, ce sera une formalité qui sera substituée par la DSN, dans la limite, bien sûr, d'avoir l'historique nécessaire à la reconstitution. Donc c'est-à-dire dans 12 mois en DSN. Et là aussi, deux éléments différents. Le signalement en DSN ou le signalement par le biais de l'attestation employeur mensuelle est à faire, parce que vous avez une obligation par le droit du travail qui est de remettre cette fameuse attestation employeur aux salariés le dernier jour d'activité. Donc, de toute façon, tant que le droit du travail imposera la remise de ce document aux salariés le dernier jour travaillé, il y aura à faire des attestations employeurs, qu'elles soient dématérialisées ou que ce soit des fins de contrat de travail unique, c'est-à-dire un signalement à l'intérieur de la DSN. Dans les deux cas, il faut le faire pour une raison que vous allez comprendre tout de suite, c'est que la déclaration sociale nominative, c'est un flux informatique, ce sont des données. Ces données sont régies par le RGPD qui impose effectivement une chose qui est très rassurante pour nous, c'est que n'ont à connaître ces éléments que ceux qui légitimement en ont le droit. En l'occurrence, Pôle emploi n'a absolument pas à connaître les éléments de salaire de tous les salariés. Pôle emploi a juste à connaître les éléments de salaire nécessaires au calcul de l'indemnisation des salariés en fin de contrat. Pareil, votre CEPAM est la même chose au niveau de l'IRCANTEC et de la CNRACL, selon effectivement le nombre d'heures que vous faites, non pas à connaître la totalité des éléments, mais exclusivement les éléments qui servent au calcul des droits, que ce soit les cotisations retraite exonérées ou que ce soit d'autres éléments. Ils n'ont à connaître que ceux pour les individus. Excusez-moi, individu n'est pas un terme péjoratif. Individu, c'est parce que ça recouvre une personne du premier jour d'activité jusqu'au jour de son décès, quel que soit son statut, puisqu'on sait aujourd'hui qu'on peut être effectivement agent dans une collectivité, on peut être auto-entrepreneur après, on peut être salarié du privé après, régime agricole, voire intermittent du spectacle, et on a un chaînage des informations sur tout ce temps. Donc c'est bien pour ça qu'il faut déclencher, et vous avez raison de poser la question, il faut déclencher le signalement, que ce soit un signalement DSN ou que ce soit une déclaration à côté, attestation employeur ou la DSIJ pour les indemnités journalières ou ce que vous déclenchez mensuellement pour quand vous êtes en auto-assurance, parce que la donnée de base qui est issue de la paye est une donnée de salaire et ce n'est pas une donnée d'événement du contrat. Si vous avez en tête ce distinguo, beaucoup de questions que vous vous posez encore aujourd'hui vont trouver une réponse relativement rapidement. Est-ce que ça impacte les revenus? Est-ce que ça impacte la vie personnelle de l'individu? Est-ce que l'organisme connaît la situation? Et comment est-ce que la connaissance a été portée? Si vous avez tout ça, vous êtes en phase
avec le système DSN et vous allez vous apercevoir que tout ce qui peut paraître aujourd'hui un peu abscon et vraiment très distant de votre pratique habituelle va rejoindre très vite votre pratique de paye habituelle et vous allez pouvoir recoller les morceaux entre eux de façon très directe. Et oui, pardon, Madame de Poily, les questions en complément de ce qu'on disait tout à l'heure sur l'engagement qu'on prenait de répondre aux... Vous allez être destinataire de l'ensemble des questions et des réponses et ça sera mis à disposition avec un lien. Et comme on a les adresses, effectivement, pour envoyer une information vous disant où ça se trouve pour que vous puissiez les prendre. Vous êtes encore 177, on a eu plus de 200. Imaginez qu'on fait 22 régions. On a plusieurs dizaines de milliers d'interlocuteurs. On ne saura pas forcément toujours gérer individuellement tout le monde. Merci Didier. Alors, Madame Declou qui nous demande, les syndicats sont concernés également au 1er janvier 2022. Est-ce qu'il y a un calendrier qui permet d'établir que les syndicats devront passer à la DSN au 1er janvier 2022? Benoît, s'il te plaît. Effectivement, oui. Et donc, vous avez notamment un joli tableau sur le site de la CNRACL qui vous indique les attendus en 2020, 2021 et 2022. On vous enverra le lien, Madame Declou, si vous voulez, pour ce tableau. Alors, on a encore énormément de questions à répondre. Donc, on va se faire une limite à 15h30 pour la réponse aux questions. Et toutes les autres questions pour lesquelles on n'aura pas répondu, hein, comme l'a dit Didier, on y répondra par écrit automatiquement. Monsieur Wallet Daniel, je pense, Monsieur Wallet, que nous allons vous indiquer comment mettre la DSN sur Net Entreprise. Ça demande beaucoup une réponse, à mon avis, qui sera apportée par mon collègue Benoît, mais peut-être avec plus d'attention, parce que là, c'est une grosse question que vous nous demandez là. On y répondra ultérieurement. En fait, voilà, si c'est le fichier, si la question, c'est que votre fichier est prêt, et qu'il n'est pas fait en mode API et en mode automatique, effectivement, sur votre tableau de bord Net Entreprise, hein, une fois que vous êtes sur Net Entreprise, que vous êtes connecté, vous avez avec vos identifiants de déclarants, vous avez l'onglet DSN, hein, qui vous amène sur votre tableau de bord. Et puis là, vous avez un onglet qui sert à déposer. Vous avez tout simplement une loupe avec le classique onglet parcourir, qui va vous amener sur votre disque dur, et puis vous irez chercher votre fichier et vous ferez envoyer. C'est comme ça que ça se passe concrètement. Alors, on a encore une remarque de Madame Merville, hein, qui nous précise que la présentation était rapide. Alors, je tiens à préciser, hein, que c'est une présentation de sensibilisation. On n'est pas rentré plus que ça dans les détails aujourd'hui. Il y a d'autres présentations qui seront effectuées dans l'année. Comme l'a dit ma collègue Nathalie, hein, tout à l'heure, on pourra entrer dans le détail un peu plus tard. Là, c'est vrai que là, c'est une façon généralisée de vous présenter la DSN. Donc, c'est pour ça qu'on n'est pas entré forcément dans les détails. Autre question de Valeska Goulard. Qu'en est-il pour la CPF? La DSN permet-elle la déclaration directement? La CPF, est-ce qu'on parle de qui peut m'aider? C'est pour la formation, maintenant le DIF peut-être, je ne sais pas, le CPF. Avant, c'était tout ce qui était déclaration des formations. Ça n'entre pas en DSN. Benoît? Didier, peut-être peux-tu nous aider? C'est une bonne colle, j'étais en train de lire les autres, questions. C'est mon compte formation, le CPF, hein, c'est anciennement le DIF. Maintenant, on appelle ça comme ça au niveau des RH. Voilà, donc est-ce que ça n'entre pas du tout en DSN, on est bien d'accord? Alors, en DSN, on a la possibilité effectivement de créer des abondements spécifiques dans le DIF. Mais pour l'instant, la DGEFP, à ne pas confondre avec la DGAFP, on travaille en ce moment sur cette mise à jour. C'est une des mises à jour qui va rentrer activement en fonction. Aujourd'hui, les déclarations initiales restent en place. Merci beaucoup. Moi, je ne sais pas si ça va satisfaire la personne. J'en suis désolé.
Mais ne vous inquiétez pas. Donc, les questions sur lesquelles on n'a pas une réponse définitive et complètement professionnelle aujourd'hui, certes qui ne nous satisfait pas comme celle-là, on va aller chercher la réponse et on vous fait une réponse en direct. Et pour revenir sur une question que tu vas découvrir un peu après, Anne-Camille, Oui. les réponses que l'on porte par écrit, même quand on va les porter aux individus, elles seront disponibles dans la concaténation de toutes les questions-réponses que nous allons organiser. Donc, vous aurez tous accès à toutes les réponses, hein, bien évidemment. Ça intéresse tout le monde. Très bien. Donc, une question pour Nathalie. Denis Serra qui nous précise, en cas d'arrêt de travail, est-il vrai qu'il faudra continuer à effectuer des attestations de salaire sur Net Entreprise lorsque l'agent a moins de 3 mois d'historique sur la DSN? Eh bien, Madame Ferrat a bien vu, c'est quelque chose qu'on n'a pas précisé tout à l'heure, mais en effet, le signalement d'événements dans la DSN est réalisable et sera avec succès dans nos chaînes de traitement à condition d'avoir ce fameux historique de DSN, donc de 3 DSN mensuels pour reconstituer un signalement, puisque vous savez qu'il faut les 3 derniers mois de salaire pour réaliser l'attestation de salaire. Donc, en effet, tant que votre agent n'a pas l'historique suffisant en DSN, alors en effet, vous gardez toujours la même méthode d'aller sur Net Entreprise et de réaliser votre attestation de salaire. Merci Madame Ferrat d'avoir posé cette question, parce que c'était un point important que j'avais oublié de souligner tout à l'heure. Et en complément de ce que vient de très professionnellement vous dire Nathalie, vous pouvez avoir en tête, puisque je vous disais qu'il y a des tas de petits gimmicks qui nous permettent de savoir à peu près ce qu'on fait, quand la DSN substitue une déclaration ou un signalement ou une procédure administrative, ayez en tête ce qui vous était demandé. Quand vous faisiez une DSIJ, effectivement, on vous demandait les 3 derniers mois de salaire. Eh bien, vous pouvez substituer la DSIJ par un signalement d'événement arrêt de travail à partir du moment où 3 derniers mois de salaire ont été intégrés dans le flux mensuel. Si c'est pour Pôle emploi, c'est 12 mois. Aujourd'hui, on vous demande dans l'attestation employeur dématérialisée 12 mois de salaire. Eh bien, quand vous aurez 12 DSN consécutives portant les éléments de salaire de cette personne, vous pourrez substituer l'attestation employeur à un signalement d'événement fin de contrat de travail unique, parce que nous aurons déjà enregistré dans le système l'ensemble des 12 mois. Donc, ayez en tête ce que ça vous demandait auparavant, la déclaration initiale, et du coup, vous avez le délai qui est nécessaire pour pouvoir l'avoir en substitution dans le cadre de la DSN. Mais ce qui veut dire qu'une fois que vous avez passé les 3 mois, bien évidemment, vous êtes systématiquement pour cette personne, pour cet agent, ou si c'est pour l'ensemble des agents, ceux qui sont rentrés chez vous, vous êtes systématiquement au signalement. Vous n'êtes pas obligé de réattendre à chaque fois, pour chaque individu, au premier événement, un délai de 3 mois. Dès que le flux qui emporte tous les individus est enregistré, il est considéré comme étant acquis, et donc effectivement, il y a besoin de 3 mois pour la DSIJ. Voilà, c'était juste un petit gimmick pour que vous puissiez avoir en tête comment vous calez par rapport à ce délai, savoir si vous pouvez substituer ou non. Merci pour le complément, Didier. Alors, Monsieur Cédric Mallard, encore une question pour Nathalie. Dans notre ESAT, la DSN est en place depuis le 1er janvier 2021. J'ai déjà transmis la DSN mensuelle de janvier et de février et de mars, donc les DSN mensuelles. Nous appliquons la subrogation et je souhaite avoir confirmation qu'à partir du 1er avril, je vais pouvoir percevoir les IJ, les indemnités journalières pour les arrêts ordinaires. Alors, Monsieur Maillard, alors, je relis, vous m'excuserez un petit peu. En fait, la subrogation, ça marche comment? C'est si votre salarié est déjà en arrêt de travail et vous nous avez déjà transmis les éléments, donc nous, on sait que vous êtes en subrogation. Si vous avez un nouvel arrêt de travail ou quelque chose, un signalement d'arrêt à faire en avril, eh bien, il faudra nous indiquer en même temps que votre signalement d'arrêt de cocher la case subrogation qui sera directement alimentée dans la reconstitution de l'attestation de salaire. Ça ne change rien dans la pratique, il faudra systématiquement nous le redire. Là, si c'est un salarié qui est déjà en arrêt maladie, par exemple, si c'est votre salarié était déjà en arrêt maladie, même si vous aviez fait vos déclarations, vos DSN mensuels, eh bien, votre attestation de salaire, vous nous l'aviez déjà transmise, donc on a bien pris ça en considération. À partir d'avril, un nouvel arrêt de travail pour un nouveau salarié. En effet, vous nous indiquerez signalement d'arrêt, mon salarié est en arrêt à partir du 5 avril, pour exemple, et vous cocherez la subrogation, et ça sera automatiquement reconstitué dans l'attestation de salaire qui nous arrivera dans nos chaînes de traitement. Merci Nathalie.
Alors, question pour Benoît. Stéphanie Lecté qui nous demande, elle a une erreur de taux d'accident de travail en janvier. Elle fait un bloc de régularisation pour rectifier le taux d'accident de travail en janvier. Comment fait-elle pour rembourser la différence à l'URSSAF? Donc, supposant que le taux d'accident de travail qu'elle a appliqué en janvier est inférieur à celui qu'elle aurait dû appliquer normalement sur le taux en vigueur. Comment fait-elle? Alors, en norme, jusqu'en 2021, on n'attend pas forcément de régularisation suite à une erreur de taux, car nous, en fait, nous intégrons automatiquement le taux qui est tarifé par la CARSAT. Si votre logiciel de paye vous impose une régularisation, dans ces cas-là, il faut le faire en mode annule et remplace, donc avec une ligne avec l'assiette en négatif avec l'ancien taux et une ligne avec l'assiette en positif avec le bon taux. Mais sachez que nous, de toute façon, on a déjà intégré le taux tarifé CARSAT, ce qui a provoqué soit un débit sur le compte, soit un crédit, suivant si votre taux déclaré était supérieur ou inférieur au bon taux. Donc là, effectivement, si vous avez déclaré un taux inférieur, dans ces cas-là, il y a un débit qui a été généré sur le compte. Donc là, il vous reste, j'oserais dire même tout simplement, à effectuer le versement, à adapter votre paiement de la prochaine échéance en fonction du débit qui a été calculé. Donc là, soit vous voyez le débit sur votre compte URSSAF en ligne, ou alors vous vous rapprochez de votre gestionnaire de compte via la messagerie. Et là, je me permets de faire un complément sur ce que dit mon collègue Benoît. C'est absolument contraire à l'esprit de la déclaration sociale nominative. Donc, c'est quelque chose pour lequel il a été demandé à la cause de modifier ses pratiques, puisqu'il n'est pas question qu'une modification de taux soit portée par un organisme, mais par contre un compte rendu métier expliquant que le mauvais taux a été effectué et donc demandant au déclarant de faire la correction doit être porté. Ça, c'est le système DSN tel qu'il est en place. Donc, la règle de base à laquelle je vous invite à vous conformer, c'est d'attendre effectivement les comptes rendus métiers de façon à vérifier si éventuellement ce que vous avez porté dans une DSN à tort ou à raison, avec erreur ou sans erreur, ou parce que le taux a été mal transmis ou mal injecté, c'est de ne pas le faire en double parce que, effectivement, si vous faites une correction vous-même en vous disant « Ah, mauvais taux », que par hasard et par erreur, ça a été automatiquement corrigé par l'URSSAF, vous allez être en double erreur puisque le mois d'après, vous allez faire une correction de la somme que vous avez déclarée vous, mais qui n'est pas la somme qui a été enregistrée par l'URSSAF. Donc, attendez toujours effectivement les comptes rendus métiers de façon à réagir. Et je reprends par rapport à ce qui a été dit tout à l'heure, à des questions qui sont posées sur les retours de passereaux et une des personnes a répondu à notre place et je l'en remercie. Le taux de passe est valable 2 mois après son envoi. Donc, quand vous avez un taux qui est envoyé en janvier, le compte rendu métier de janvier qui vous revient, le taux est applicable février-mars. Donc, si effectivement vous n'avez pas celui de février, c'est pas très grave. Celui de janvier s'applique en février et en mars. Merci Didier. Alors, on va prendre une dernière question. Alors, pourra-t-on toujours déclarer les arrêts via Net Entreprise, même si on est en DSN? Alors, le plus simple à retenir, en fait, si vous êtes en DSN, privilégiez les signalements d'arrêt de travail via la DSN. N'utilisez pas les 2 canaux. Vous faites votre signalement, il arrivera chez nous. Si vous utilisez les 2 canaux, ça va nous faire doublon, donc on va avoir 2 attestations. Donc, ça va générer double travail chez vous. Alors, j'ai envie de dire, un signalement d'arrêt, il suffit d'indiquer la date d'arrêt de votre salarié, c'est rapide. La saisie sur Net Entreprise demande un peu plus de saisie, on va dire, manuelle directement dans l'attestation. Donc, si vous êtes en DSN, utilisez le signalement d'événement et n'utilisez pas Net Entreprise. Choisissez le bon canal et j'ai envie de vous dire, si vous avez adopté la DSN, restez en DSN. Attention, à moins que tout à l'heure, comme la question était précisée, c'était si votre salarié, par contre, n'a pas suffisamment d'historique en DSN, donc les 3 DSN mensuels nécessaires à la reconstitution de l'attestation, eh bien là, dans ce cas, il faudra utiliser Net Entreprise, tant que l'historique n'est pas reconstitué. Mais sinon, si vous avez adopté la DSN,
faites votre signalement via la DSN. Alors, et j'apporte à nouveau une petite précision réglementaire et légale. L'utilisation de la DSN est une obligation légale qui est imposée par la loi. Vous n'avez pas le choix d'utiliser un autre moyen à partir du moment où l'ensemble des données permet l'utilisation de ce moyen. Donc jusque-là, vous êtes dans une situation éventuellement de non-utilisation du vecteur dématérialisé pour transmettre, c'est ce que dit la loi. Et à ce moment-là, effectivement, c'est au maximum une pénalité possible de 75 € par individu et par mois. À partir du moment où vous aurez dépassé 3 flux mensuels de la DSN, vous n'êtes plus en non-utilisation du vecteur dématérialisé, mais vous êtes en non-déclaration. Et là, effectivement, on va jusqu'à des pénalités qui peuvent être au niveau de 2% de la masse salariale de l'employeur. Donc, c'est pas une évolution à la demande. C'est une évolution qui est posée par la loi. C'est pour ça qu'en début de présentation, on vous disait que la loi ESSOC prévoyait effectivement le 1er janvier 2022 comme étant le dernier délai pour utiliser d'autres vecteurs de dépôt des déclarations sociales que la DSN. À partir du 1er janvier 2022, c'est obligatoirement la DSN et la loi, effectivement, prévoit des pénalités au cas où vous n'utilisez pas cet outil. Et je modère vraiment mon propos, puisque là, je ne faisais que vous donner le texte de loi. Je rejoins parfaitement ce que vous disiez, ma collègue Nathalie, de l'assurance maladie. C'est faites au plus pratique. Et bien évidemment, quand on vous demande une date de début d'arrêt et une fin d'arrêt et éventuellement un motif à la place des 3 derniers mois de salaire, plus des tas de renseignements sur l'individu, bien évidemment, vous allez employer le signalement de… Mais si un problème se pose un jour, effectivement, l'obligation déclarative va s'imposer dans les conditions que je vous ai citées. C'est exactement les textes de loi qui précisent que la DSN, c'est un flux mensuel et des signalements, et la transmission de ces signalements est obligatoire. Et comme je vous le disais en réponse tout à l'heure sur le fait de faire passer effectivement les agents de la fonction publique par le biais de signalement d'événements pour les arrêts de travail, la DGAFP précise aujourd'hui que c'est attendu à partir de janvier 2023, donc ce sera obligatoire à cette période-là. Merci beaucoup. Alors, je vais remettre la caméra parce que je vais donc clôturer ce webinaire. Je vous remercie beaucoup d'être venus aussi nombreux. D'ailleurs, je et mes collègues également vous remercie pour être venus aussi nombreux. Le prochain webinaire aura donc lieu le 20 mai. On vous donne rendez-vous donc le 20 mai. N'hésitez pas à vous rendre sur le site de Net Entreprise pour connaître les dates des autres webinaires. Nous vous souhaitons à tous une bonne fin d'après-midi et puis nous vous disons à bientôt. Au revoir. Au revoir. Merci à tous. Prenez soin de vous. Bonne fin de journée. Et n'oubliez pas, on ferme l'événement. Le webinaire va être en replay dans quelques minutes avec les questions-réponses et tous les éléments que vous aviez demandés. Bonne journée à tous. Merci. Merci.